De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola a todos. Vous m'avez manqué. You can't do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les francs. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Et bonjour les amis et bienvenue dans ce 27e épisode. Oui, votre podcast préféré est de retour. Jean-Michel Aplati pour vous servir et avec moi évidemment, il est là, oui il est là, Monsieur Trotsky. Trotsky, petit garçon du goulag Trotsky. Bonjour Trotsky. Il avait 3 amis, Trotsky. C'est un spectacle d'impro musical. allez, maintenant, branche ta guitare et c'est parti, on va chanter pendant tout ce podcast. Il a fait 3 C'est la nouvelle saison de la Starac qui est là. Ouais, c'est ça, c'est la Starac qui était à Bercy il y a 2 jours d'ailleurs. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet tf1.fr. Moi, je touche 20% sur tous les billets, donc vous me dites. Bon les amis, on est content de vous retrouver en tout cas pour une nouvelle semaine, un nouveau podcast évidemment, podcast la semaine dernière sur l'Afghanistan si vous ne l'avez toujours pas écouté, si vous êtes encore sur notre tube du siècle, c'est-à-dire quand on débriefe les élections en Roumanie, en Pologne et au Portugal, là putain mais c'est incroyable, j'ai l'impression que ce podcast va vivre sur YouTube pendant des décennies en fait. C'est ça, que se passe-t-il? Je ne sais pas, en tout cas à l'heure où on se parle, nous sommes à 980 écoutes, on va avoir le premier petit cas. Tu vois, qui va s'afficher après une vidéo, là, c'est bon, les 1000 qui vont être atteints, c'est incroyable. Et toujours, comme on vous disait la semaine dernière, et toujours avec les pics d'écoute entre 3 et 4 heures du matin. Donc je ne sais pas quel est ce public, s'il vous plaît, si vous avez écouté ce podcast-là la nuit, manifestez-vous, écrivez-moi là dans les commentaires tout de suite. Quel est votre rôle dans la société? Est-ce que vous êtes dans un pays étranger? Je ne comprends pas pourquoi vous nous écoutez entre 3 et 4 heures du matin, le pic, en fait, chaque nuit. Je ne comprends pas. C'est peut-être Batman qui nous écoute et tous les super-héros. C'est ça. C'est quoi, c'est Marvel, c'est ça? Je sais pas. Alors, si tu savais comme je suis nul dans ces trucs-là, mais je suis nul à chier. Je crois que Superman, c'est Marvel, mais alors Batman, je sais pas. Peu importe. Bon, en tout cas, les amis, on est content de vous retrouver, évidemment. 27e épisode de votre podcast préféré. Aujourd'hui, les amis, dans votre pendant ce temps-là en France, on va s'attaquer déjà aux profs gauchistes, évidemment. On va s'attaquer au guide Michelin, qui est apparemment devenu raciste, et évidemment, une petite crotte de nez pour Emmanuel Macron. Ça, c'est la base. Ah ouais, puis il y aura du son, là. J'ai vu passer, dans la préparation de cette émission, du son. Ah là là, de la femme anti-enfant, des manifestations, justement, d'enfants, des profs qui nous font part de leur idéologie, de ce qu'ils transmettent en cours. Ça va être du très très bon pendant ce temps-là en France. Avant de commencer cet épisode avec, évidemment, vous l'avez vu dans le titre, les tensions, on met les guillemets, les tensions entre Iran et Israël, on va tout vous expliquer évidemment. On avait fait un petit sondage la semaine dernière, qu'est-ce que c'était déjà? Je me rappelle plus. Le sondage c'était, voulez-vous un épisode spécial sur le 11 septembre? Mais j'avais trouvé que c'était un petit peu trop facile l'histoire du sondage, et comme on était en plein tube, on était déconnecté de la réalité, et j'avais mis un petit commentaire sous la vidéo précédente, sous la vidéo de l'Afghanistan, et s'il y avait 7 likes, on faisait l'épisode spécial. Mais là pour l'instant ça a dormi sur les likes, on n'a pas assez de likes pour faire l'épisode spécial sur l'Afghanistan, donc sur le 11 septembre, donc bougez-vous, allez liker le commentaire sous la vidéo de l'Afghanistan si vous voulez qu'il y ait cet épisode sur le 11 septembre, parce que le sondage a gagné. Tu vois, j'ai mis voulez-vous oui ou non. Oui. Bon, les gens ont dit oui, mais il faut une ferveur populaire parce qu'on va pas faire ban la chaîne juste pour un sondage qui a réuni pas les 7 personnes. On veut qu'il y ait 7 personnes qui like putain le commentaire sous la vidéo de l'Afghanistan. Bon les amis, bougez-vous un peu et maintenant il est l'heure, allez c'est parti, on y va, on va tout vous expliquer. Entre l'Iran et l'Israël, une nouvelle guerre mondiale est-elle à venir? De l'autre côté du mur. Et oui les amis, vous l'avez vu, vous n'avez pas pu louper l'info évidemment, ça y est, Israël a attaqué il y a quelques jours l'Iran les amis, l'Iran a un tout petit peu riposté. Bon en bref, on va vous éclairer avec Trotsky parce que c'est encore une fois
un putain de bordel. Voilà, Ah les ouais. pays du Moyen-Orient nous cassent les couilles. Voilà, Mais c'est il faut qu'on le dise. Les mecs, ils ont 7 religions par pays. C'est insupportable déjà. Les mecs, en plus, ils ont des antagonistes qui datent il y a des milliers d'années. À chaque fois, en plus, là-bas, c'est qu'il y a des alliances. Parce qu'il y a 1000 pays, tu sais, au mètre carré. Les frontières, là, au Moyen-Orient, mais c'est horrible. Et ils ont des alliances avec l'un, et puis ça bouge avec l'autre. Et d'un côté, on est fidèle aux Américains, mais les Américains, ils sont un petit peu retirés. Du coup, maintenant, on se tourne vers la Chine, vers la Russie, et puis on s'affronte sur des terrains. C'est horrible. Pour y comprendre, à chaque fois, il faut qu'on fasse des recherches. Et moi, en plus, ce que j'aime bien, c'est regarder ce qu'un petit peu les médias mainstream disent. Et là, je me suis farci du LCI. Pop. Je me suis régalé, mais bon, au moins, on va pouvoir vous éclairer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi Israël comme ça. Alors que moi, je me suis dit, attends, Israël, ils sont occupés, les mecs. Je crois qu'ils étaient en train de... tu sais, il reste 2 bâtiments debout à Gaza. Là, tu sais, ils ont vu, je sais pas si t'as vu, il y a 2 jours, ils ont coupé le réseau téléphonique là-bas. Ça doit être le seul truc qui reste, hein, parce qu'il n'y a déjà plus l'eau, plus l'électricité, il n'y a déjà plus rien. Bon, ils ont coupé le réseau téléphonique maintenant. Je me suis dit, tu sais, ils sont en pleine guerre, ils sont dans un délire. Non. Ils se mettent à attaquer l'Iran, en plus dans une attaque de grande ampleur, hein. C'est à base de 200, 200 cibles d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Iran qui riposte, donc est-ce que ça va dégénérer? Quelles sont les alliances là-bas? Voilà, je pense qu'il faut qu'on dégraisse un petit peu le mammouth, qu'on éclaire un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Parce que c'est d'un côté c'est compliqué, mais d'un côté c'est quand même important. Déjà, en préambule, il est important de vous le dire, mais ni Trotsky ni Jean-Michel Aplati ne se positionnent pour un camp ou l'autre. On n'est ni pro-Israël ni pro-Iran. Dans les deux cas, en fait, les deux pays nous cassaient les couilles. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et c'est pas par neutralité de Suisse et tout. Hein. C'est parce qu'on n'aime pas les deux. Hein. C'est pas parce qu'on a envie d'être neutre. C'est parce que, putain, soutenir la République islamique d'Iran et les mollahs et les gardiens de la révolution, si vous voulez, ça me paraît compliqué. Et soutenir l'Israël et leur guerre, machin, à Gaza et tout ce qu'ils font à côté, moi franchement c'est au-dessus de mes forces. Soutenir l'un et l'autre, c'est au-dessus de mes forces, je suis désolé. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas suivre cette histoire, parce que ça a quand même des impacts et dans la région et dans le monde entier, puisque nous, on va quand même vous le dire directement, Macron a dit si l'Iran attaque l'Israël, on défendra Israël. Voilà, donc nous on est impliqués dans l'histoire. Voilà. Macron, ce mec, c'est le gars qui veut défendre l'Ukraine contre la Russie, c'est le mec qui veut défendre Israël contre l'Iran, mais c'est le mec qui est incapable de mater 3 putains de clandos dans n'importe quelle cité d'Île-de-France, en fait. Donc le gars, il va aller faire la guerre à des puissances nucléaires, mais il est incapable de botter le cul à tous les Maghrébins qui cassent les couilles en France. En fait, sa priorité, elle est tout sauf nationale, en fait. Alors que vous voyez, Trotsky et Jean-Michel Aplati, eux, ils supportent ni l'Iran ni Israël, parce que nous, en fait, on est ni pro l'un ni pro l'autre, on est pro France. Et on voit, en fait, quelles vont être les conséquences encore sur notre pays, parce que je vous rappelle que, bon, les gardiens de la révolution en Iran, bon, ok, ils sont en Iran, mais on a aussi des putains de gardiens des babouches et du couscous en France. Et eux, c'est eux, en fait, qui cassent les couilles, parce qu'il n'y a pas d'Iraniens en France qui cassent les couilles. Voilà. Donc, Macron, lui, veut partir en guerre contre tout le monde, sauf contre ceux qu'il faut vraiment exterminer de la France. Oui. Bon, ça, c'est très intéressant. Et puis, d'ailleurs, tu dis qu'il n'y a pas d'Iraniens qui cassent les couilles en France, mais quand même, je tiens à préciser, alors est-ce que c'est vraiment pour les Iraniens ou est-ce que c'est les musulmans en général, mais Israël ferme une de ses ambassades en France, là, c'est à Paris, de tête. Alors, comme ça évolue de minute en minute, ça se trouve, d'ici que vous écoutiez ça, ils auraient ouvert, etc. Mais là, à l'heure où on se parle, ils ont fermé leur ambassade et ils ont demandé aux ressortissants, du coup, ceux qui habitent en France, de ne pas porter de signes distinctifs, c'est-à-dire de ne pas porter de kippa. Donc, c'est quand même, ils disent qu'en France, il peut y avoir des dingueries quand même. Ça vous laisse présager du climat de tension qu'il y a en France et du nombre de musulmans, surtout qu'on a en France, de musulmans sunnites. Parce que oui, en fait, c'est ça en fait le problème, c'est que pourquoi dans le Moyen-Orient il y a 12 milliards de guerres, c'est parce qu'en fait, même si vous, d'extérieur, vous vous dites attends, mais on comprend pas pourquoi les Iraniens et les Saoudiens ils s'aiment pas. Ils sont pas tous arabes, ils sont pas tous musulmans. Eh ben non les gars, si vous avez écouté notre podcast sur la Syrie, ben vous le saurez. Voilà, il y a des chiites et il y a des sunnites. Et en fait, il y a toujours eu des conflits entre musulmans. Voilà, ça s'appelle la fitna. Donc les mecs, même s'ils ont la même religion, ben ils ont des conflits internes. C'est un peu comme si vous voulez les chrétiens et les protestants, si vous voulez. C'est à peu près ça. Sauf que nous, bon ben voilà, on est en 2025. C'est vrai qu'on a d'autres choses à faire, on a des trucs à produire, on a des entreprises à voilà. Si vous voulez, on a autre chose à faire que de se bagarrer comme ça. L'embrouille elle date d'il y a 1400 ans. Parce que c'est ça le truc. C'est que les mecs se sont embrouillés sur qui est le descendant du prophète, enfin qui est la personne la plus légitime du prophète Mahomet.
Est-ce que c'est plutôt son cousin éloigné ou est-ce que c'est plutôt le mec qui était genre son apôtre numéro 1? Je suis désolé, les termes, ça va pas du tout, mais voilà, vous avez compris. Est-ce que en gros, ça doit être le sang ou est-ce que ça doit être plutôt philosophiquement celui qui était le plus proche? Et les mecs sont embrouillés depuis, en gros, le descendant, celui qui a pris la relève de Mahomet. Vous imaginez l'histoire, c'était il y a des milliers d'années. Putain, et depuis, on est resté en embrouille. C'est un truc de fou. Ouais, tous les pays musulmans s'entretuent entre eux pour savoir si c'est Abdoul le légitime ou si c'est Mahomet. Bon, ben non, on leur dit pourquoi pas. Le problème, c'est que ça a des répercussions chez nous. En fait, c'est ça le problème. Si vous pouvez aller vous battre, mais là-bas, ça nous arrangerait, voilà. Mais putain. Restez chez vous. Nous, on a des centrales nucléaires à faire. On a des gens envoyés dans l'espace. On a d'autres choses à faire que de s'embrouiller comme des putains de chameliers, en fait. Donc, prenez vos babouches et vos chameaux, battez-vous entre vous et arrêtez de nous casser les couilles. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait leur dire. Mais le problème c'est que ils viennent tous en Europe là. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un autre problème, c'est que les Américains notamment, les Chinois, etc. vont s'immiscer dans leurs affaires. C'est pas eux qui viennent forcément en Europe, c'est que les États-Unis ils ont fait les plus grandes réserves d'uranium. Sympa, ok, intéressant. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Des métaux rares. Ok. On pourrait faire une petite alliance et tout. Enfin bref, il y a que des trucs de fous, sans compter aussi quand ce sont des Européens qui ont commencé à tracer les frontières. Alors hop, là on va mettre Israël ici. Alors bon, les mecs qui avaient là avant, c'est pas grave. Alors on va séparer le Yémen ici. Enfin bref, on a notre responsabilité dans les dingueries, on a notre part. Ah bah évidemment. Et puis alors l'idée de mettre Israël au milieu de tous les pays musulmans qui détestent les juifs, ça a été l'idée du siècle, je pense. Je pense que le mec qui a fait ça, il s'est dit attends, si je mettais un petit pays de 6 millions d'habitants entre tous ceux qui le détestent. Tiens, on va le mettre là et je pense que ça va bien se passer. Spoiler alerte, ça se passe pas bien. Ceci étant, Israël, pays de 6 millions d'habitants, et quand on parle dans ce podcast, les amis, de quotient intellectuel, quand on blague sur le fait que les Africains ont des quotients intellectuels très bas, et là on peut blaguer sur le fait que les Israéliens ont des quotients intellectuels très très hauts, et on va développer cette affaire en vous parlant du coup de ces premiers bombardements. Ouais, tout à fait. Juste, je me permets, pardon, excuse-moi, deux parenthèses. Parenthèse numéro 1, tu sais, t'as dit, quand le mec, il a mis Israël là, il s'est dit, ça va bien se passer. Il y avait à l'époque, il y avait une émission très drôle qui s'appelle Les Guignols de l'info, qui dénonçait très fort. Moi, j'ai regardé des best-of là récemment. Et en fait, il y a un moment donné, il y a un sketch où tu sais, c'est Stallone qui fait l'américain et il doit faire des pays. Il doit tracer des pays sur la carte et en fait c'est un mec qui vend des armes et justement il place, tu vois, il y a 2 réserves de pétrole, hop, il met un pays avec les réserves de pétrole et tout le reste ses ennemis qui n'ont pas de réserve de pétrole pour s'assurer un business prospère de vendre des armes. Donc peut-être qu'au final c'était étudié pour que ça parte en couille et que ça marche très bien du coup, parce qu'il y a des gens que ça enrichit, toutes ces histoires de conflits, etc. Bon, ça c'est petite parenthèse, parce que du coup on appelle à l'aide. Il faut que vous nous défendiez les Américains, il faut que vous mettiez une base là, il faut que machin. Bon, ça c'est petite parenthèse 1. Et le deuxième truc qui était assez sur le quotient intellectuel, je ne sais pas si c'est purement quotient intellectuel ou alors c'est parce que les mecs en fait sont stimulés. En fait, ils sont, ça fait quand même 40 ans qu'ils se prennent, quoi qu'il arrive, un pays qui les attaque, des révoltes internes. Donc du coup, ils sont tellement... de survie. Ouais, c'est ça, ils sont tellement sur le qui-vive, on doit se développer, on doit encore améliorer, attendez le dôme de fer, on doit trouver des trucs balistiques, on doit toujours innover, que les mecs, en fait, c'est pas des gros obèses à la chicha, quoi. C'est que les mecs, putain, ils doivent être les meilleurs. C'est quand même des boss de l'agriculture en Israël, faut le dire, parce que sur un petit territoire, en plus, climat de merde un peu, c'est quand même des boss niveau renseignement. Alors on va le voir, on va développer. C'est quand même des boss niveau militaire et c'est quand même des boss niveau médecine. En médecine, c'est des mecs très très chauds. Je vous passe le moment où c'est eux qui ont été les premiers à vacciner toute leur population, mais sinon c'est quand même des boss. Oui, en fait c'est ça, c'est peut-être, ton analyse est assez bonne, c'est peut-être l'instinct de survie qui pousse ces 6 millions d'habitants à se surpasser, mais moi je pense quand même que le quotient intellectuel a quelque chose à voir là-dedans. Et on va le voir tout de suite dans ces attaques iraniennes, les mecs sont des... Il faut le dire, voilà, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, mais les mecs sont des putains de boss. Ouais. Voilà. Moi, j'ai jamais vu une attaque comme ça. Voilà. J'ai jamais vu une attaque aussi bien préparée, une attaque aussi rapide. Et franchement, quand tu arrives en fait à niquer un système anti-aérien de quelque pays qu'il soit, encore plus si c'est un pays comme l'Iran qui est en train de d'essayer de tâter le terrain pour avoir la bombe nucléaire, tu te dis que quand même les mecs c'est pas des pimpins. C'est clair. Non mais c'est vrai. Déjà il y avait eu l'affaire des Vipers là, je crois que c'était l'année dernière, c'était en 2024 il me semble. Liban, ouais. Bon, voilà. Où ils avaient fait péter simultanément plein de drones et de téléphones.
Donc là déjà on avait fait ah ouais, donc ces mecs ça faisait 6 mois qu'ils avaient, eux ils avaient carrément infiltré, je crois que l'histoire c'était une usine. En gros, dans l'usine, ils avaient mis des composants, en fait, des bombes dans les téléphones qu'ils avaient réussi à faire passer pile aux gens qu'ils voulaient et à tuer plein de cadres des organisations qui détestaient. Et là, ils ont renouvelé, c'était le 13 juin qu'ils ont attaqué l'Iran, du coup. C'était jeudi ou vendredi. Vendredi 13, oui, c'était vendredi 13 en plus. C'est le 13 juin que du coup Israël a commencé à attaquer l'Iran. Attaque israélienne sur l'Iran qui a surpris à peu près tout le monde. En tout cas, c'est vrai que quand on parle d'Israël, on pense souvent à ce qui se passe en ce moment à Gaza. On se dit que les mecs sont quand même que 6 millions. Donc, je sais pas, quand t'es occupé. Quand tu fais une guerre, tu t'amuses pas à en faire une autre. Eh ben si, les Israéliens y sont allés et ils y sont allés très très fort. Je vous résume vite fait ce qui s'est passé avec, les amis, une supériorité militaire d'Israël absolue. Donc les mecs ont commencé à attaquer l'Iran. En quelques heures, les mecs ont tué certains des plus hauts commandants ainsi que les scientifiques les plus importants du programme nucléaire iranien. Donc avec des précisions de frappe, les amis, quand je vous dis chirurgical, il y a des photos, des vidéos où vous voyez un espèce de missile traverser le mur de l'appartement du scientifique et lui arriver dans la gueule. Les mecs n'ont pas touché ailleurs. Ouais. Et quand tu vois ça, tu te dis quand même que quand ils envoient des missiles sur Gaza et qu'ils font genre qu'ils n'ont pas fait exprès de toucher un hôpital. Non mais évidemment. Si. Ça c'est évident. Déjà, là, ils ont recommencé, je leur mets un petit tacle au passage, parce qu'on a dit que c'était des boss, mais ils ont recommencé à dire que c'était une guerre préventive. Arrêtez avec ce mot. Arrêtez avec guerre préventive. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a tout un sketch d'un humoriste interdit qui est à propos de ce mot-là. Oui. Je vous inviterai à aller le consulter, mais c'est vrai que putain, quand on y pense, ils ont recommencé avec ce terme-là. C'est préventif de quoi? Vous les avez tués, oui ou non? Est-ce qu'ils avaient une famille? Est-ce qu'il y a des enfants à côté d'eux qui ont explosé en même temps? Oui. Bon, alors arrêtez de dire guerre préventive, c'est infernal. Bon, je te laisse continuer. Donc, les mecs ont réussi à frapper en profondeur des sites stratégiques et très critiques, pourtant censés être extrêmement protégés. Le tout, c'est ça qui est important de souligner, sans subir la moindre perte. Oui, c'est ça le truc. Pas un petit avion, pas un petit drone. Non. Les mecs ont frappé des putains d'usines électriques, des putains d'usines où les mecs commencent à... Alors, je sais pas comment on appelle ça pour l'uranium. C'est, merde, comment on dit? Oui. Putain, un peu comme raffiné, mais... Ouais. C'est raffiné, exactement... non? C'est pas raffiné l'uranium? C'est raffiné, oui, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Donc les mecs ont tué tout le monde. Donc ils ont tué aussi le général Hossem Salimi, chef des gardiens de la Révolution. Donc ce qui est pour l'Iran une catastrophe. Donc humiliation pour le régime iranien en 2 heures. Ouais, et alors ils ont même, pour dire la puissance, c'est qu'ils n'ont pas tapé que des résidences, des trucs au sol, c'est qu'ils ont chopé quand même des installations nucléaires souterraines. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire péter des trucs même en souterrain, etc., qui visiblement, selon les services de renseignement, là, le Mossad dit que c'est extrêmement profond, puisque eux, leur théorie, c'est que, oui, bel et bien, ils raffinent de l'uranium pour faire des bombes nucléaires. Bon, ça reste à voir, mais en tout cas, ils ont été, que ce soit des scientifiques, que ce soit des gardiens de la Révolution, que ce soit, comme tu as dit, chef militaire, que ce soit des installations nucléaires et des complexes militaires, on dit que c'est entre 100 et 200 frappes aériennes. Entre 100 et 200 frappes aériennes sans perte. Je ne sais pas si vous imaginez le truc de fou. Les mecs sont des malades mentaux. Après 8 mois de préparation, ils ont réussi en fait à infiltrer des hommes sur le territoire iranien avec de l'armement pour frapper des systèmes anti-aériens durant l'opération. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Franchement, c'est vraiment un truc de malade. Et alors ça, moi, c'est ce qui m'a le plus... je me suis dit, ah ouais. Là, quand j'ai vu l'info, j'ai fait, ah ouais. Les mecs commencent à attaquer l'Iran. Et donc l'Iran, qu'est-ce qu'il fait? Ils se disent, on va faire décoller des avions. Ouais. On va intercepter tout ça. C'est ça. Et les Iraniens n'ont pas pu faire décoller un certain nombre de leurs avions de chasse. Plusieurs se seraient écrasés après le décollage, car ils auraient été sabotés quelques heures plus tôt par des putains d'agents israéliens. Ouais, ça c'est ouf quand même. C'est-à-dire qu'on vous attaque et on a déjà saboté ta défense, avant même que tu aies compris quoi que ce soit. Ça c'est quand même... c'est échec et mat quand même, c'est un truc de fou. Moi je n'avais jamais vu une attaque. Bon après, vous me direz, je suis pas non plus le chef du renseignement français, donc peut-être que c'est courant. Peut-être que c'est courant, mais quand même, mettez-vous à la place de la France. Imaginez, nous, on est en conflit avec les Italiens parce que les mecs estiment que on met de la crème fraîche dans les carbonara et que ça va pas. Exactement. Donc les Italiens nous attaquent et nous on fait partir nos chasseurs et en fait un Rafale sur 3 s'explose dès le décollage parce qu'il a été saboté et le reste ne peut pas décoller.
Oui, et on n'a pas de batterie anti-aérienne. Et donc eux, tous leurs avions, ils passent comme ça, leurs drones, tout passe et on n'en abat même pas un, tu sais. Et il y a 200 bombardements. Là, on fait les gars. C'est ça qui est incroyable. Vous allez pouvoir voir sur X des vidéos de chasseurs israéliens en train de se ravitailler en plein vol au-dessus de l'Iran. Ouais, non mais... Là, tu te dis, mais ça aurait pu être un massacre. Et alors, figurez-vous, vous savez que le Mossad, c'est une agence, enfin, c'est les renseignements, les services secrets israéliens, mais c'est aussi une agence de pub et de com. À chaque fois, ils font des petites vidéos. Tu sais, quand ils avaient tué justement un des boss iraniens, ils mettent la vidéo, etc. Ils adorent. Hein. Ils font des petits clips promo. Ils font même des shorts sur YouTube. Voilà, likez et partagez, il n'y a pas de souci. Et en fait, là, ils ont posté la vidéo des agents israéliens, enfin de plusieurs, qui pendant l'attaque, et il y en a c'est 2 heures avant, il me semble, sont en train de, je sais pas exactement comment ça se fait, mais de couper des câbles, je sais pas quoi, des défenses anti-aériennes. Donc on voit les agents israéliens, hop, ils coupent les trucs des défenses anti-aériennes iraniennes, ils prennent la vidéo et ils la postent. Voilà, nous avons coupé vos défenses anti-aériennes. Et hop, on se fait bombarder la gueule. C'est quand même spé de poster ça, quoi. Donc, attaque en infiltrant des agents du Mossad pour saboter la défense aérienne iranienne, ce qui est quand même incroyable. Et puis, ce qui est fou aussi, les gars, c'est le nombre de tops qu'il faut pour savoir où se trouve chaque chef, chaque scientifique pour les bombarder au moment venu. Ouais. C'est une précision chirurgicale, hein, les amis. 30 personnes. Donc le nombre, c'est énorme. Non mais le nombre d'agents infiltrés en Iran doit être assez exceptionnel. Hein. Et puis alors c'est pas tout, puisque les mecs donc sont forts dans le renseignement, sont forts en termes d'attaque plus conventionnelle possible, mais sont forts aussi en fait en informatique. Mais ça c'est ça c'est la base. Hein. Avant le lancement des missiles, donc il y a une attaque informatique massive qui a été lancée par les Israéliens. Donc des fausses données auraient été injectées pour créer une illusion en fait de calme au niveau au niveau de la surveillance iranienne. Donc les mecs étaient là, ils buvaient un café, ça va Jean-Christophe, peut-être pas Jean-Christophe mais ça va Jean-Mohamed. Voilà. Et pendant ce temps-là, les mecs arrivaient par derrière pour les niquer. Ouais. Je sais pas si on se rend compte du truc de fou. Sachant qu'il leur avait déjà fait le coup en 2009. Il y avait, le virus qui s'appelait Stugnet. Stugnet, en gros, c'était un truc mais le plus contagieux au monde. Toutes les clés USB, les ordinateurs et tout, ça leur avait paralysé tout leur système pour tous les ordinateurs dans le nucléaire iranien et tout. Hein. Niveau virus, les Israéliens, c'est méchant. Ah non, c'est méchant. Bon, ça fait une pub aussi pour les F-35 américains. Bon, malheureusement, Dassault, à mon avis, va pas vendre plus de Rafale, même si c'est un très très bon avion. Là, les Israéliens ont fait fort avec les avions utilisés qui sont donc des F-35 à dire, qui sont conçus pour échapper aux radars conventionnels et deviennent pratiquement indétectables si ces radars-là sont brouillés ou désactivés. Et grâce à leur capacité de frappe longue distance, ces appareils n'ont même pas eu besoin de s'aventurer en profondeur, ils ont pu tout simplement frapper depuis des zones super sûres sans qu'ils ne soient inquiétés. C'est ça. C'est vraiment fou ce qui est en train de se passer du côté de l'Iran. Et donc l'Iran, pendant plus de 24 heures, s'est retrouvé dépourvu de défense aérienne, dépourvu de tout en fait. Oui, les mecs ont perdu leur meilleur chef, leurs meilleurs scientifiques, n'ont pas pu prendre les avions pour intercepter des putains de chasseurs israéliens. Et là, tu te dis, mais ça aurait pu être un énorme massacre. Oui, c'est ça. Si ton but... parce qu'en fait, nous, on défend pas... Enfin, moi, en tout cas, peut-être que là, certains vont un petit peu tirer le fil de ce qu'on dit. Ils vont se dire, ça veut dire quoi? Les Israéliens ont été chirurgicaux, ils ont fait exprès, donc ça veut dire qu'ils font une guerre propre, etc. Alors, vous savez que c'est pas forcément leur plus grand objectif de faire une guerre propre. Et quand on dit ils auraient pu tuer, je sais pas, 100 000 civils en mettant des énormes bombes et tout, ils auraient pu le faire. S'ils l'ont pas fait, c'est pas parce que c'est des enfants de cœur, les mecs, bien au contraire. C'est parce que, visiblement, si on relie un petit peu toutes les cartes, ils ont un espoir de faire tomber le régime islamiste de l'intérieur, mais avec comme il y a une partie de la population qui est très défiante vis-à-vis des mollahs et compagnie, ils ne veulent pas faire des massacres civils et que les Iraniens soient encore plus défiants vis-à-vis d'Israël. Ils espèrent que les Iraniens se retournent contre leur propre gouvernement. C'est pour ça qu'ils font pas des énormes massacres de civils, etc., comme ils savent si bien faire juste à côté de chez eux. Oui, ils auraient largement pu le faire, puisqu'il y a 18 heures, il y a Tsahal, donc qui a fait un petit tweet, voilà. Israël contrôle désormais l'espace aérien de l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Ouais. Donc les amis, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est un truc de malade. Comme si on contrôlait, je sais pas, c'est comme si une puissance étrangère contrôlait l'espace aérien de Toulouse jusqu'à Paris, quoi. Non mais c'est un truc de fou. Ouais. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit, comment ça a été possible cette histoire-là? Il y a Netanyahou qui a fait une conférence de presse là ce week-end, qui a dévoilé un petit peu les rouages de cette histoire. Alors évidemment.
toujours dans chaque guerre, il y a un petit peu de propagande et tout, donc à prendre avec des pincettes, mais voici ce qu'il a dit. En gros, il a expliqué 2 choses. Que c'est il y a 6 mois qu'il a donné l'ordre de faire cette attaque. Donc ça fait 6 mois qu'il prépare, d'où comment ils ont réussi à désactiver en avance les batteries antiaériennes, à saboter les avions, etc. Donc ça fait 6 mois qu'ils s'infiltrent et qu'ils préparent cette attaque. Ça, c'est premier point. Et donc je vous ai dit, c'est vendredi 13 qu'il y a eu cette attaque menée par Israël. Eh bien, c'est jeudi soir que Netanyahou, qui avait prévenu, j'imagine, les services secrets et tout, mais pas ses ministres. En fait, jeudi soir, il les convoque pour une réunion sur la... je sais pas comment ils appellent ça, mais sur les problèmes avec le Hamas, quoi, sur la guerre avec le Hamas. Donc il les convoque, monsieur ministre de l'économie, ministre de la guerre, asseyez-vous, monsieur, voilà. Ce qu'on va faire, et en fait, il leur prend à tous leur téléphone. Hop, tous les téléphones sont saisis. Et là, il dit, on va attaquer l'Iran demain. Ah bon ? Oui, mais alors, et au niveau de Gaza et le Hamas, on va faire les deux en même temps. Et du coup, il a dit ça, donc après 6 mois de préparation, le jeudi soir, il dit, voilà, on va attaquer l'Iran demain. Et poum, ils ont attaqué l'Iran. Donc voilà comment ça s'est passé dans les coulisses d'Israël. Et alors, ceux qui pensaient que cette mini-guerre n'allait durer que 3 jours, il est fort probable que pas du tout. Cette guerre est désormais, normalement, en tout cas, totale. C'est ce qu'a évidemment déclaré le régime iranien qui, du coup, a mis quand même 48 heures à riposter en envoyant des missiles balistiques sur Israël, dont la plupart ont été interceptés par le Dôme de Fer, mais pas tous. Ils ont saturé le truc. Alors, certains dans la sphère complotiste disent que Israël a fait exprès de laisser passer 1 ou 2 missiles balistiques pour se poser en victime. Bon. Ouais, je sais pas. Parce que là, franchement, 200 missiles balistiques, c'est beaucoup. Hein. Enfin, je sais pas, ça paraît quand même bon. En tout cas, on a 11 civils, en tout cas, à l'heure où on vous parle, de morts du côté israélien des suites des attaques iraniennes. Mais ce qui est important de savoir, en fait, c'est pourquoi tout ça. En fait, c'est la question finalement. Pourquoi on a Israël qui attaque l'Iran maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, l'Iran n'a provoqué, en tout cas, personne. Quel est le motif, si vous voulez ? Le motif, les amis, c'est l'arme nucléaire. Donc, ça fait des années et des années, si vous voulez, que apparemment les Iraniens travailleraient sur un programme nucléaire. Mais tout comme les Nord-Coréens l'ont fait pendant des années et des années jusqu'à l'obtenir d'ailleurs. Hein. Et ça a été un vrai sujet, notamment sous la première administration Trump. On se rappelle, les amis, les menaces de mort entre les Nord-Coréens et les Américains. Et là, cette histoire de l'Iran, ça date depuis plusieurs décennies. Le monde occidental ne souhaite pas que l'Iran ait la bombe nucléaire. Bon, le Pakistan, ça va. Mais les Iraniens, apparemment, on les oublie. Mais les Iraniens, pas des masses. Alors évidemment, pour la propre sécurité d'Israël, évidemment, puisque l'Iran est l'ennemi juré d'Israël, qui souhaite évidemment sa destruction. Trump avait dit à la tribune pendant une de ses tournées arabes, il avait dit il faut se concentrer sur un pays qu'il souhaite la destruction totale d'Israël, la mort des États-Unis et la destruction économique de beaucoup de personnes dans cette salle. Donc, si vous voulez, on est dans ce contexte-là où les Iraniens travaillent depuis des années sur la possibilité de faire une vraie bombe nucléaire. Alors, y arrive-t-il pas ? Toujours est-il qu'on a signé, que les Occidentaux ont signé en juillet 2015 les accords de Vienne. Ça va être intéressant d'en parler de ces accords de Vienne. Donc c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies avec les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc c'est un accord qui a pour but de contrôler le programme nucléaire iranien et qui permettait la levée progressive des sanctions économiques qui touchaient le pays. Parce que ça fait des années quand même que les États-Unis notamment mène une guerre totale économique aux Iraniens, que ce soit sur les marchés financiers, sur l'alimentaire, surtout. Un embargo de dingo, enfin, et des sanctions, etc. C'était la guerre économique était déjà là, ça c'est évident. Donc, on conclut un accord à Vienne en 2015, accord que détricote totalement Donald Trump en 2018 dès son arrivée à la Maison-Blanche, en disant que c'est l'accord le plus stupide qui a été signé de la part des États-Unis, que c'était seuls des idiots ont pu signer un accord pareil. Bon, ça te tombe bien, il y avait François Hollande dans ceux qui ont signé, donc tu te dis que c'est pas impossible. Alors là, tu te dis que c'est pas impossible. Peut-être dans le vrai. Trump monte entre 2017 et 2018 à la tribune des Nations Unies, défendant un discours anti-iranien. Je vous encourage à retrouver l'intervention de Trump à la tribune des Nations Unies, disant qu'en fait, il fallait s'unir pour détruire totalement l'Iran. Et donc, dans ce contexte-là, Trump sort de ces accords de Vienne, après que Macron ait essayé de lui dire « Mais
non, sors pas, on va renégocier. Boris Johnson, les Anglais, tout le monde a essayé de convaincre Trump de ne pas sortir de cet accord, chose qu'il a évidemment faite. Qu'est-ce que prévoyait cet accord? C'est ça en fait qu'il faut voir. Et pourquoi? Cet accord, il prévoyait des restrictions sur les centrifugeuses. Leur nombre devait passer de 19 000 à 5 000 et seule l'utilisation, mais ça c'est des termes un peu techniques, seule l'utilisation d'un certain modèle était autorisée. L'arnaque de l'accord, là, le truc du certain modèle, c'est qu'ils avaient promis d'utiliser le nucléaire uniquement pour des choses civiles, c'est-à-dire faire une centrale nucléaire pour l'électricité, et pas pour faire la bombe nucléaire. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça comprenait également la limitation des stocks d'uranium enrichi. Tout l'uranium enrichi au-delà de 3,7% doit être expédié hors d'Iran ou dilué. Cet accord-là promettait également la limitation de la production de plutonium et il permettait la facilité aux inspecteurs de l'AIEA en fait de venir contrôler si l'Iran respectait bien ce genre de protocole-là. Oui, chose que depuis apparemment quelques semaines est devenue de plus en plus compliquée puisque apparemment des renseignements occidentaux israéliens auraient dit que l'Iran ne respectait pas vraiment ces accords et ce qui a forcément, à mon avis, motivé les Israéliens à attaquer. Oui, encore une fois, les Israéliens et leur service secret de zinzin, le Mossad, c'était en janvier 2018, je crois que c'est France Télé à voir, mais j'avais regardé un super reportage qui en fait racontait comment des agents du Mossad, ils étaient rentrés dans un entrepôt qui était secret à Téhéran, qui avait une fausse couverture. Mais voilà, ici on fabrique des noisettes. Attendez monsieur, pourquoi il y a une bombe nucléaire ici, je comprends pas. Et en fait, ils avaient chopé des documents, et des CD et des disques durs qui prouvaient que l'Iran avait menti et que bien et bien l'uranium était fait de manière militaire et qui préparait bien une bombe nucléaire. Donc ça, ils l'ont prouvé. Après, est-ce que c'est propagande, etc. Mais il y a des documents qui sont sortis et même l'association dont tu as parlé, l'association nucléaire mondiale, l'AI, je sais pas quoi là, a dit que l'Iran, oui, avait menti et qu'il y avait des choses bizarres. Donc même eux, qui est une organisation internationale, c'est pas l'Israélien qui veulent la mort pure et simple de l'Iran, ont dit que l'Iran avait menti. C'est peut-être donc pour ça que Trump qualifiait cet accord de stupide, parce qu'il avait peut-être vu, et évidemment c'est peut-être logique quand on se place en fait de son côté, et même quand on réfléchit 5 minutes, c'est évidemment logique que des mecs qui sont sur le point d'obtenir une arme nucléaire n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin, si vous voulez. Ouais. Et Trump avait opté pour une autre stratégie qui était la stratégie du rapport de force. Il avait compris qu'en fait avec les Arabes, seul le rapport de force marchait. Note pour toi-même, Emmanuel Macron, si jamais tu veux, voilà, si jamais ça te donne des idées, il n'y a pas de problème. Donc Trump avait intensifié les sanctions envers l'Iran. Trump avait même tué le général Soleimani juste avant la fin de son mandat. L'Iran avait dit qu'ils allaient riposter. Bon, finalement, ils ont rien fait du tout. Donc Trump avait décidé en fait d'accentuer la pression face à l'Iran en lui disant voilà. Soit t'arrêtes ton programme d'armes nucléaires, soit on va intensifier les sanctions économiques et on va frapper fort militairement. Sauf que Biden est arrivé entre-temps, il a essayé de revenir dans les accords du nucléaire iranien. Aujourd'hui, les Iraniens sont sortis définitivement de ces accords-là. Ils l'ont d'ailleurs communiqué. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une impasse où on a un Iran qui est en train, apparemment, de produire une bombe nucléaire pas assez puissante pour frapper les États-Unis, mais assez puissante pour frapper Israël. Voilà. Et c'est là où ça va être intéressant. Oui, parce que quand on sait que Trump, vous avez bien vu que quand il est arrivé directement, un des premiers trucs qu'il fait, il sort de ses accords sur l'Iran, il dit que l'Iran c'est un ennemi, parce que Trump est méga pro-Israël de fou furieux. Donc c'était aussi un coup de pouce qu'il donnait aux frérots israéliens. C'est qu'il leur disait, bon, voilà, je sors de l'accord, on essaie de mettre à mal les Iraniens par amitié et par loyauté envers les Israéliens. Donc il y a ce délire-là aussi. Trump qui a communiqué sur son réseau social il y a quelques heures, j'ai donné à l'Iran chance après chance pour conclure un accord. Je leur ai dit avec les mots les plus forts possibles, faites-le tout simplement. Mais peu importe leurs efforts, peu importe à quel point ils s'en sont rapprochés, ils n'y sont tout simplement pas arrivés. Je leur ai dit que ce serait bien pire que tout ce qu'ils savent, anticipent, ou qu'on leur ait dit, les États-Unis fabriquent le meilleur et de loin le plus létal équipement militaire du monde et Israël en possède beaucoup, avec encore bien plus à venir. Et ils savent s'en servir. Certains, pendant le régime iranien, ont parlé avec bravoure, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient se passer. Ils sont tous morts maintenant et cela ne fera qu'empirer. Il y a eu énormément de morts et de destruction, mais il est encore temps de mettre fin à ce carnage avant que les prochaines attaques déjà planifiées encore plus brutales ne soient lancées. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien et sauver ce qui était autrefois connu comme l'Empire perse.
Plus de morts, plus de destruction, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message de Trump il y a quelques heures. Et alors, ce que je disais à Trotsky juste avant de commencer l'émission, j'ai l'impression, après encore une fois, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que cette justification de l'Iran a peut-être la bombe nucléaire, ça me fait penser, moi, à l'Irak a peut-être des armes de destruction massive. Est-ce que tu vois où je veux en venir? La petite fiole qui avait été, regardez, on a la preuve. Le mec avait pissé dans la bouteille. Regardez, on a la preuve que l'Irak a la bombe nucléaire. Il y a des... Là-bas, c'est une dinguerie ce qui se passe. Là, la théorie, pour être très clair et très concret, tu penses que c'est une excuse, cette histoire de la bombe nucléaire, rapport au fait que le Pakistan l'a déjà et que eux aussi c'est un pays musulman, c'est ça que tu veux dire? J'ai cette intuition-là. Je me dis, les mecs, surtout les États-Unis, l'ont déjà fait en Irak. Pourquoi pas le refaire en Iran? Mais là, ils ont quand même éliminé les plus grands opposants au régime israélien, au régime américain en 2 heures. Bon, une bonne guerre, ça relancerait un peu l'économie peut-être de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je sais pas si je détaille bien ce que je veux dire, mais d'un côté, la guerre, ils l'avaient en Russie-Ukraine, ils étaient dessus, et tu vois, ils en sont retirés, les Américains. Donc, est-ce que c'est pour se foutre dans un autre bourbier de l'Iran, alors que lui, il s'est retiré d'Afghanistan, Trump, il s'est retiré de l'Ukraine? Ouais, en fait, c'est ça. Là où j'ai des doutes, c'est que ce soit Trump qui l'initie. Mais en fait, j'ai en même temps l'impression que Trump s'est un peu fait piéger par Netanyahou. Voilà. C'est ça, en fait, le truc. En fait, donc, comme je vous ai dit, Netanyahou, l'Israélien, le premier ministre israélien, il a préparé son truc depuis 6 mois, il l'a dit le jeudi soir, et visiblement, Trump avait dit « n'attaque pas de manière frontale l'Iran ». Donc ça, c'est ce qui s'est dit. Ensuite, Netanyahou a dit « ouais, t'inquiète ». En fait, il l'a fait quand même. Et là, Trump a dit « maintenant, il faut arrêter vos conneries ». Et visiblement, Netanyahou, lui, il n'a pas du tout décidé d'arrêter, puisqu'il a déclaré des trucs de dingo, hein, Netanyahou. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas le temps. Alors, il a dit ceci: nous frapperons tous les sites et tous les cibles du régime des ayatollahs, et ce qu'ils ont ressenti jusqu'à présent n'est rien comparé à ce qu'ils recevront dans les prochains jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant dire qu'il en a rien à foutre de ce que dit Trump. Donc, visiblement, moi, j'ai pas l'impression que Trump, il est dans ce délire-là de l'Iran. Pour répondre à la question tout à l'heure de pourquoi ils ont attaqué maintenant les Israéliens alors qu'ils sont dans un bourbier quand même avec la bande de Gaza, même si ils les maîtrisent quand même, ils se font pas tant attaquer que ça, à part depuis le 7 octobre. Eh bien, moi, ma théorie, elle est un peu différente de la tienne, c'est celle-ci. C'est la théorie du jeu des alliances. En fait, pourquoi le Hamas, selon moi, avait attaqué à ce moment-là Israël, c'était parce que Israël était justement en train de se rapprocher d'autres pays comme Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Soudan et Maroc. Donc des pays arabes, des pays musulmans. Et donc là, le Hamas, ils font « Oula, mais si Israël, ils sont plus entourés uniquement de pays musulmans qui veulent leur faire la peau, bon, bah c'est chiant pour nous. » Donc, à mon avis, moi, je m'étais dit « Ah tiens, je pense que c'est pour ça. » Et du coup, ce qui a marché, parce que maintenant, les Israël, le Maroc et tout, ça, ils ont arrêté leur rapprochement. Et bien là, pour moi, Israël fait la même stratégie envers l'Iran. C'est que l'Iran, si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'était en 2023. Eh bien, à Pékin, sous l'égide de la Chine, qui maintenant met son nez dans le Moyen-Orient au détriment des Américains qui se sont un petit peu retirés d'ailleurs, eh bien, l'Iran se sont rapprochés de plusieurs pays musulmans, notamment du grand ennemi de base, qui est l'Arabie Saoudite. Et là, Israël voit que, oulala, les sunnites et les chiites, les deux musulmans qui de base sont super ennemis, ils se pètent la gueule. Donc nous, ça nous arrange parce que comme ça, il y a tout le monde qui est un peu contre l'Iran parce qu'il n'y a personne qui soutient l'Iran parmi les musulmans sunnites et il n'y a que des musulmans sunnites quasiment en fait au Moyen-Orient. Là, ils sont en train de se rapprocher des sunnites. Oulala, c'est le bordel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déclenche une petite guerre, ce qui veut dire que du coup, les musulmans sunnites, notamment l'Arabie Saoudite, sont obligés de se positionner. Et ça a exactement marché. Là, l'Arabie Saoudite sont plutôt en train ne soutiennent pas l'Iran contre l'Israël parce que c'est quand même c'est quand même un petit peu trop pour eux. Donc, au final, le rapprochement est en train de ne plus avoir lieu grâce, entre guillemets, à cet affrontement. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas fait ça exprès? Arabie Saoudite, qui en plus de ses rapprochements avec l'Iran, a déclaré que si les Iraniens obtenaient la bombe nucléaire, il n'y avait aucune raison pour qu'eux ne l'aient pas non plus. Ah ben donc, oui. Si vous voulez, mettez-vous le temps de 30 secondes à la place des Israéliens qui se voient entourés de plein de pays musulmans qui veulent finalement leur faire la peau avec des armes nucléaires de partout. C'est ça. Oui. Parce que l'Arabie Saoudite, en fait, ils se sont dit, attends, on préfère tuer qui au final? Enfin, éliminer quel État? Israël ou l'Iran? Visiblement, ils ont commencé à discuter avec l'Iran. Donc Israël, ils se sont dit, oulala, il y a les deux ennemis jurés de base qui là se remettent contre nous. En fait, finalement, ils préfèrent s'entendre entre musulmans et dégommer les juifs. Donc du coup, ils se sont dit, il faut vite
qui se réembrouillent là. Et donc, hop, en mettant une petite guerre, évidemment, ça permet de raviver quelques tensions. Bon, vous l'avez compris, les amis, c'est un bordel sans nom. Si vous avez du mal à suivre, c'est normal. Même nous, on est en train de faire le podcast et même nous, on découvre certaines choses en faisant le podcast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netanyahou, non, est pas prêt d'arrêter. Non. D'ailleurs, il a lancé un petit appel à Trump en lui disant « Souviens-toi, ils ont tenté de t'assassiner 2 fois. Notre ennemi est ton ennemi. » Donc, vous voyez, Netanyahou est en train de dire à Trump « Ouais, rejoins-nous quand même. On va avoir besoin de ton aide parce que je sens que là, il y a les Irakiens qui commencent à faire quelques mouvements de troupes. Il y a les Pakistanais qui ont juré fidélité à l'Iran. Et donc, les Pakistanais est quand même le peuple le plus consanguin du monde. Donc, il y a plus de 60% Non, mais il y a plus de 60% de consanguinité au Pakistan. Et ces gens-là ont la bombe nucléaire. Donc, si vous voulez, une personne sur 2 quasiment est complètement débile ou a des problèmes psychologiques. Donc, ces gens-là ont la bombe nucléaire. Et ces gens-là vont s'allier avec les Iraniens. Donc, oui, il y a problème. Il y a problème. Et nous, pendant ce temps-là, en tant que Français, eh bien, si vous voulez, Français sous le régime d'Emmanuel Macron, eh bien, en fait, on est des merdes. Personne ne nous écoute. Voilà. Et en fait, et c'est pareil, on continue de faire des déclarations comme si quelqu'un nous écoutait. Mais tu sais, en fait, on parle tout seul dans la rue, tu sais, à Times Square, tu vois. Tu sais, il y a des milliers de gens qui marchent comme ça à New York, et puis t'as un gars qui parle. Alors, ce qu'il faudrait quand même que je vous dise, c'est qu'au niveau d'Israël, mais personne ne t'écoute, hein, mon gars. Quand je vois Jean-Noël Barrot qui dit Israël a le droit de se défendre, mais attendez, qui a attaqué jeudi, là, vendredi c'est Israël qui a attaqué, donc quoi, ils ont le droit de se défendre, ça veut dire quoi, là? Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Noël Barrot? Et Macron qui dit si Israël est attaqué, on les défendra. Mais attends, c'est quoi ce délire là? On va défendre de qui, de quoi là? Attends, le problème d'Emmanuel Macron, c'est son en même temps permanent. Donc hier, il a dit si Israël est attaqué, on les défendra. Oui. Mais demain, il dira les attaques d'Israël sur l'Iran sont un scandale qui viole les droits internationaux de mes couilles. Il faut passer à une solution de paix parce que je vous rappelle que Macron, toute la politique arabe d'Emmanuel Macron étrangère est guidée par sa rue arabe en France. Non mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est son pseudo. Non mais la France est un allié d'Israël. Voilà. Oui. La France est un allié d'Israël depuis des années. Quand Israël a attaqué Gaza et la Palestine, après le 7 octobre, Macron a immédiatement apporté son soutien à Israël. Oui. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que tous les Arabes de France, eux, n'étaient pas sur ce créneau-là. Oui. Et quelques jours plus tard, Macron a dit quoi? Oui, si Netanyahou continue, on va devoir l'arrêter, trucs comme ça. Et le mec. Et même, il a parlé d'une solution à 2 États, ce qui est le tabou absolu en Israël. 2 États. Oula là, monsieur. Vous êtes reconduit à la frontière immédiatement si tu dis ça en Israël. Macron s'est embrouillé avec Netanyahou depuis des mois et des mois sur ce conflit israélo-palestinien uniquement à cause de sa rue arabe en France, les amis. L'obsession et la peur la plus totale de nos dirigeants français, ce sont de nouvelles émeutes où on verrait tous les quartiers islamisés de France sortir pour défendre la Palestine. Ouais. Ça, c'est leur plus grande peur. Et alors, c'est aussi leur peur électorale. Parce que il faut quelques voix musulmanes pour arriver quand même au pouvoir aujourd'hui en France. Et ça, c'est leur plus grande peur. De perdre ces voix-là au profit de Jean-Luc Mélenchon et compagnie. D'ailleurs, on y reviendra à Jean-Luc Mélenchon et compagnie qui, eux, ont très bien compris ce postulat-là. Mais en tout cas, quand on écoute Emmanuel Macron, il faut savoir que c'est un mec qui dit tout et son contraire. Un jour oui, un jour non. C'est un mec qui a dit quand même l'OTAN est en état de mort cérébrale et 2 jours plus tard qui dit l'OTAN est la meilleure alliance qui soit, il faut continuer à investir dedans. Donc c'est quand même c'est quand même ce genre de mec-là. C'est un mec qui dit le mardi l'Algérie vit d'une rente mémorielle et le mercredi on voit des ministres déposer des fleurs à Alger pour les résistants de la guerre d'Algérie. C'est ce genre de mec, Emmanuel Macron. Donc vous pouvez l'écouter si vous faites partie encore de ce peu de Français qui écoutaient ce mec-là. Il a fait un beat de fou là. Oh là, la dernière intervention là. Oh là. Ouais. Donc nous aujourd'hui en l'état en France, on est condamnés à subir ces guerres-là qui vont nous répercuter. Très clairement, puisque économiquement, les amis, notamment au niveau du pétrole, là, préparez-vous, faites des réserves, le samplon 85 à 1,6, faites des bidons, les amis, parce que là, ça va repasser à 2 balles. Oui, et puis rappelez-vous, là, on a eu quand même pendant des mois aide à l'Ukraine, machin. Bon, pourquoi pas financer, parce que là, j'ai vu que la France et la Grande-Bretagne mettaient des porte-avions et des avions à proximité. Ça va se financer, les gars. Et la retraite, 71 ans maintenant, parce qu'on a fait 70 au Danemark pour l'Ukraine. 71 pour maintenant Israéliens. Vous avez des efforts à faire, les amis. Et tout ça, c'est pour la paix dans le monde.
Voilà, en tout cas, l'Iran qui a dit à Emmanuel Macron que si jamais les porte-avions se rapprochaient trop, il les frapperait. Ouais, bah alors ça, donc super, on envoie les militaires français, la crème de la crème des militaires du monde entier. Pourquoi pas se faire bombarder aux portes de l'Iran pour soutenir Israël, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Oui. Franchement, qu'ils sont alors qu'il a entre eux. dit, oui, c'est ça. Alors qu'il a dit que Israël là abusait totalement sur Gaza, mais par contre sur l'Iran c'est bien. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ah là là, c'est quand même beau. Mais après, c'est normal qu'on assume aussi les conséquences parce que là, tout ça, on vous a fait l'historique et tout. Moi, je vais vous dire la vérité que personne n'a dit nulle part. C'est que toute cette guerre, pourquoi Israël a attaqué l'Iran, c'est de notre faute. C'est parce que Rima Hassan, sur son bateau, était pavillon iranien et elle a voulu arriver à Gaza et envahir Gaza avec son bateau iranien. Là, Netanyahou a dit non, c'est le coup de trop. Les Français, avec leur bateau iranien, viennent. Eh bien, je vais bombarder l'Iran. Voilà, tout ça est de notre faute. Tout ça est de la faute de la France et de Rima Hassan. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, à l'heure actuelle des choses, Trump, là, qui, je viens de voir, vient de déclarer il est hors de question que l'Iran obtienne l'arme nucléaire et nous espérons pouvoir revenir aux négociations. Avoir certains dirigeants iraniens, en revanche, eux, ne reviendront jamais. Ouais. Le ton est donné, les amis, entre Américains et Israéliens face aux Iraniens et au monde arabe, les amis. Donc, on est dans une période du monde, aujourd'hui, en 2025, où on a des guerres qui explosent de partout. On a alors des guerres entre pays étrangers qui sont très intéressantes à étudier. Et on étudiera peut-être demain le fait de pouvoir envahir un pays via, en fait, sa propre population. Et c'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui aux États-Unis. On va pas le détailler maintenant aujourd'hui avec les émeutes qu'on a du côté de Los Angeles. C'est une nouvelle forme de guerre qui nous sera menée sur notre sol en France et qu'il va être important d'étudier. Ouais, c'est vrai que les États-Unis, bon, si vous êtes chaud, voilà, mettez-nous un petit commentaire si vous voulez qu'on aille aux États-Unis la semaine prochaine, parce qu'entre les émeutes, tout ce qui se passe là-bas, la mini-guerre civile qui est en train de se faire à Los Angeles et tout, je pense que c'est hyper intéressant. Et il y a, comme si Trump menait une politique de rémigration. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui va être à étudier sans doute la semaine prochaine dans ce même podcast. Donc soyez au rendez-vous, lundi 18h bien sûr. En tout cas, les amis, vous avez compris, le rapport de force s'installe entre l'Occident et le monde arabe sur le nucléaire iranien. Fini les négociations de tapette. Maintenant, c'est soit vous arrêtez votre programme nucléaire, soit on vous frappe de partout. Voilà. Et en fait, c'est le nouveau monde. On a récolté pendant des années les, entre guillemets, dividendes de la paix. Tout va bien se passer, il n'y aura plus jamais de conflit, patati patata. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Et là, en ça, les gauchistes ont raison quand ils disent que c'est toujours la montée du populisme, masculinisme, virilisme, les plus forts qui gagnent. Ils ont raison en ça. C'est les plus grandes puissances qui vont dominer le monde et qui vont gagner. Et aujourd'hui, nous n'en faisons pas partie. Nous n'en faisons plus partie. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, affaire à suivre, les amis, dans cette guerre entre Iraniens et Israéliens. Guerre qui promet d'être en tout cas totale. Est-ce que tu as des trucs à rajouter, Trotsky? Non, je voulais juste dire en effet que c'est toujours les plus forts qui gagnent, etc. Ceux qui disent, tu sais, oui, la paix. Oui, d'accord. Mais sauf qu'en fait, Israël, si leur pays existe encore, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que les pays arabes, même coalisés, les ont attaqués, ils leur ont mis une branlée de guerre. Et en fait, les mecs, ils sont là et ils sont en toute puissance pour faire ce qu'ils veulent et à la bande de Gaza et en Iran, parce qu'en fait, ils gagnent toutes les guerres, les mecs, les Israéliens. Donc, c'est pour ça que cette politique-là est possible. Donc évidemment que tout discours utopiste, oui, attention, la guerre, c'est très mal, etc. Qu'est-ce qui fait au final? Qui fait les lois et qui fait les territoires? C'est les mecs qui gagnent les guerres. Donc comme tu le dis, c'est le plus fort qui gagne et c'est la loi de la nature. Désolé, mais le monde entier n'est pas un village démocratique avec des petits votes. Non, ça se finit par des rapports de force, sauf qu'avant c'était dans des tranchées et tout, maintenant c'est avec des drones et des missiles lance-roquettes, quoi. Quand on vient me casser les couilles en me disant oui, mais Israël viole le droit international, les amis, je vais vous expliquer ce que c'est le droit international. Le droit international, c'est celui qui a la plus grosse bombe, en fait. Voilà. Donc, le droit international, en fait, ça ne vaut que pour les pays de merde, si vous voulez. On va arrêter Rodrigo Duterte, président des Philippines, parce que lui, il n'a pas de bombe. Mais je peux vous dire que Netanyahou, qui est visé par un mandat d'arrêt international, par la Cour pénale internationale, je peux vous dire que personne n'ira le chercher, Netanyahou. Tout comme Poutine. Personne n'ira chercher ces mecs. Oh, il faut les envoyer devant la Cour pénale internationale. Mais putain, mais qui va aller chercher les dirigeants de puissance nucléaire, les amis? Ouais, c'est ça. Personne. Le droit international, c'est bullshit. Exact. Donc vous cassez pas le cul à essayer de débattre avec votre beau-père, votre belle-mère qui va vous sortir. Oui, mais le droit... Non. Expliquez-leur bien que le droit international, c'est celui qui a l'arme nucléaire. Basta.
Ouais, Voilà. tout à fait. tout à fait. Aujourd'hui, si Macron il envahit le Liechtenstein, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est vrai, Bah, non rien. mais oui, non, mais c'est vrai. Rien. Ouais. Personne n'ira le chercher. On arrive et c'est fascinant. Hein. C'est aussi horrible que fascinant, mais en tout cas, on bascule. Ça y est, la bascule arrive, on change d'époque, on change de paradigme. Tous les pays sont en train de s'armer de plus en plus. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Enfin, je sais pas si j'ai hâte. Ouais. Mais bon, il va se passer des trucs en tout cas. En tout cas, on l'étudiera ici. Voilà, pensez à vous abonner parce que je pense qu'il va y avoir des épisodes qui vont tomber non-stop. Reprenons l'avion, les amis, et repartons du coup chez nous. Hein, repartons en France. Hein, le bleu, le blanc, le rouge. Hein, c'est parti. Hein. Pendant ce temps-là, en France. Et oui les amis, la France, encore une fois, votre rubrique préférée. Pendant ce temps-là en France, que s'est-il passé cette semaine d'incroyable dans notre cher pays qui devient, il va bien falloir le dire un jour, le pays le plus comique du monde entier. Voilà. Franchement, entre les commissions parlementaires avec les tiktokers et les influenceurs. C'est vrai qu'on va même pas parler de ça, putain, mais oui, c'est vrai que ça ça va tellement vite. C'était qu'en début de semaine, quoi. Ah ouais. Non mais c'est ça. Ouais, vrai, les manifestations contre le racisme d'enfants. Alors là, les amis, attention. Si vous êtes prof, ou alors si vous faites partie de ces parents qui croyaient encore à l'école publique. Ouais. Bon les amis, éteignez le podcast. Éteignez le podcast parce que là, là on a vu du côté de, c'est du côté de Marseille. Marseille, ouais. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard et une manifestation de 400 enfants donc qui défilent contre l'arrêt du racisme en France avec un slogan: le kebab c'est incroyable, le racisme c'est pitoyable. On écoute. Le kebab c'est incroyable, le racisme c'est pitoyable. Pancarte en main et slogan inscrit sur la peau, 400 enfants se sont réunis dans le but de faire entendre leur voix. 1, 2, 3, on nous doit des droits. 1, 2, 3, on nous doit des droits. Ou encore, plus de jeux, plus de joie, les revendications sont claires et c'est ensemble par classe qu'ils ont réfléchi au message transmis. C'est un vivier d'idées, c'est ça qui est incroyable, je trouve, en France, c'est que les petits, jusqu'en CM2, ils ont peur de rien, ils veulent participer à tout, ils sont pleins d'enthousiasme, pleins d'idées, ils en font part très facilement, de manière très fluide. Un projet qui a sollicité de nombreux intervenants comme le théâtre Badaboom ou encore la chorégraphe Marina Gomez. On avait envie de montrer qu'il fallait leur laisser de la place et que quand on leur en laisse, ils savent l'apprendre de manière pertinente. Ils savent être beaux, être puissants, être libres et être responsables aussi. Les slogans peuvent paraître innocents, mais ils faisaient pourtant écho à des libertés fondamentales protégées par la Convention internationale des droits de l'enfant. Tiens, décidément, les conventions internationales, là, je crois que ça va être le sujet de ce podcast. Il faut vraiment se torcher le cul avec ces putains de conventions internationales. Putain. Et ce sonore, il est beau. Hein. Oh là 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 là. Moi, là, si je suis parent, là, moi, je porte plainte. Pourquoi? Quel motif, monsieur? Je porte plainte parce que c'est du... Je ne saurais pas le décrire pénalement, mais c'est en fait, tu influences des enfants. Ah bah oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Bah déjà, vous avez entendu ce qu'elle a dit, la dame. Pancarte en main et slogan sur la peau. Ils se sont écrits, genre au marqueur, au feutre, sur la peau. Non mais on est dans quel pays là? C'est quoi? On est civilisés, nous, encore? Et en quoi, j'adore la conclusion du reportage qui est de la Provence, pour les citer. Ces slogans peuvent paraître enfantins. Le kebab, c'est je sais pas quoi, c'est agréable, et le racisme, c'est pitoyable. Mais ils font écho à des droits fondamentaux. Mais attends, c'est le droit de manger de kebab, d'être gros, qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous racontez? Le droit de manger du kebab en babouche? Non mais putain, mais... Non mais, bon, c'est à Marseille, hein, évidemment. Marseille qui est une ville qui n'est plus française depuis longtemps. Mais quand même, vous vous rendez compte de la mauvaise influence de l'école publique sur vos enfants? Alors attention, je suis pas là, je suis pas en train de dire le racisme c'est incroyable, manifestons pour le racisme. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'en fait, on influence des futures générations à une pensée, à une seule pensée. En leur disant, les gars, attendez, il faut défendre les Arabes. Qu'est-ce qu'ils font les Arabes? Du kebab et du couscous. Bon, attendez, on va faire le kebab, c'est incroyable, le racisme. Et vous vous rendez compte? Est-ce que ça, c'est les ingénieurs de demain? Est-ce que eux, ils peuvent construire un dôme de fer, vous pensez? Est-ce que vous pensez que les Israéliens, là, les jeunes Israéliens de 10 ans, ils manifestent en disant le kebab, c'est incroyable? Non. Voilà. C'est vrai que là, on se dit... Bon, déjà, moi, je connais l'arnaque. C'est que là, tu l'as entendu, la prof. Oui... ils ont vraiment plein d'idées et tout. Mais vous croyez qu'ils ont ces idées-là comme ça? Ils sont guidés, ils sont téléguidés. En fait, c'est horrible, c'est qu'on les utilise
Alors, on va faire une manifestation contre le racisme et tout. Alors, mettez des slogans. Qu'est-ce que vous aimez bien? Le kebab? Oui, bah c'est bien. En fait, on fait croire que c'est leur créativité, que voilà, ils ont... Non mais, quel enfant va dire « Ah tiens, on va défiler avec des pancartes et tout ». C'est pas un truc naturel, tu vois, dans la survie de l'espèce. Putain, mais c'est horrible, tu vois, parce qu'on fait comme si c'était leurs idées et tout, alors qu'ils sont téléguidés par des profs qui ont tous la même idéologie. C'est ça, le truc. Ces profs insupportables, et justement, tout est lié. On part à Aubervilliers avec une enseignante qui revendique en vidéo faire de la politique en classe et évoque Trump, l'extrême droite, l'islamophobie, l'histoire coloniale avec ses élèves. On va en écouter une petite partie. Je suis Cybèle David, je suis enseignante de prof d'histoire géo en collège à Aubervilliers. Alors pour moi, enseigner en Seine-Saint-Denis, c'est pas spécialement un contexte particulier, c'est la banlieue dans laquelle j'ai grandi en fait. Et puis bien sûr, c'est quand même travailler avec des élèves qui ont une histoire de l'immigration personnelle ou de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et donc une histoire coloniale aussi. Et voilà, ça m'intéresse particulièrement de pouvoir travailler avec eux et elles pour interroger aussi cette histoire-là. Je suis pas sûre que les élèves aient vraiment conscience de la montée des idées d'extrême droite. Je vais le dire comme ça parce que les idées d'extrême droite, elles sont déjà au pouvoir en réalité. Y compris du racisme et de l'islamophobie, il n'y a pas forcément une conscience que les choses seraient différentes ou plus inquiétantes aujourd'hui. Avec les troisièmes, quand on fait l'entre-deux-guerres, et qu'on parle de la montée des extrêmes droites et des régimes autoritaires dans l'entre-deux-guerres, et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui où il y a vraiment des parallèles qui sont assez flagrants et inquiétants, bon bah ils le voient, enfin je veux dire, je vais pas leur mentir. Ça m'arrive de dire à mes élèves, quoi madame, il a dit que j'étais raciste. Je dis bah oui, on est tous un peu racistes, on est tous un peu sexistes. C'est pas forcément conscient et volontaire, mais voilà, il faut apprendre à écouter. Si quelqu'un te dit que t'as dit un truc raciste, bah il faut que tu l'entendes. Voilà, moi c'est vraiment dans ce sens-là, c'est extrêmement politique. Parce que les rapports sociaux le sont. Et donc, on est là aussi pour apprendre à les comprendre et à les déconstruire. Et oui, les déconstruire, c'est très important de déconstruire les rapports sociaux. Mais tu vois, tu la vois venir, la petite musique qu'elle leur joue, c'est que, oui, si quelqu'un te dit que t'es raciste ou que t'es sexiste, il faut lui dire oui, absolument, tout à fait. Même si je m'en suis pas rendu compte, tu as raison. Donc en fait, ça y est, il n'y a plus de débat. Si on te dit que t'es raciste, c'est que t'es raciste. De toute façon, on est tous racistes. Donc oui, on est tous racistes, il faut faire pénitence et forcément ils ont raison. Alors toi, c'est ça qui t'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a vraiment des gens en France en 2025 qui pensent que François Bayrou est d'extrême droite. Mais oui, moi j'en vois souvent. Franchement, j'en vois vraiment souvent. Des gens qui sont persuadés que, ouais, à droite d'Olivier Faure, c'est l'extrême droite. Mais persuadés, hein. C'est pas un élément de langage, vraiment. Cette société est quand même étonnante. Entre eux, on a d'un côté les droitards qui reprochent à tout le monde de ne pas être assez à droite. C'est vrai. Qui s'embrouillent entre eux en disant non mais attends, comment ça tu veux pas de la remigration? Mais attends, mais moi jamais je vote pour un mec qui veut pas de la remigration. Et de l'autre côté, t'as des mecs qui se disent ah non mais François Bayrou, mais ça c'est les heures les plus sombres de l'histoire. Jean-Noël Barrot, Aymeric Lombard. Non mais alors ça c'est les déportations. Ça c'est les déportations ça. Non mais putain. C'est vrai. Non mais attends, mais il y a pas un problème là. Le chemise noire de Jean-Noël Barrot. Non mais il y a pas un problème et du coup là, tous ces blocs là vont devoir cohabiter ensemble. Mais c'est que c'est compliqué hein. Là déjà à l'heure actuelle, est-ce que tu as déjà essayé de mettre dans la même pièce des mecs qui défendent la rémigration et des mecs qui vont fêter le retour de Rima Hassan, tu vois, place de la République? Le mieux c'est pas ça. Le mieux c'est de mettre dans une pièce des mecs qui veulent la remigration, des mecs qui veulent qui fêtent le retour de Rima Hassan, des petits centristes boomers et des arabes en fait. Et surtout, et qu'on pose aux arabes la question suivante. Tu penses quoi du droit des femmes, des homosexuels? Oui, les drag queens, toi t'en es où par rapport à ça? Et ça, j'ai envie qu'il y ait un débat de tous ces gens-là. Et alors paradoxalement, je suis quasiment persuadé que les arabes et les mecs d'extrême droite seront plus dans le même camp que les autres. C'est bizarre, hein, mais j'ai cette impression-là. Oh, non mais on vit une époque en France qui est formidable les amis. Ouais. Et l'école et alors les profs sont en train de manger leur merde à un niveau exceptionnel. J'ai vu encore une fois une émission là sur BFM Télé là qui parlait de l'insécurité, pourquoi il y a des coups de couteau en France et tout, et des profs disaient mais attendez, on comprend pas, on prend des coups de bombe lacrymogènes dans la gueule, mais c'est pas possible. Ah putain, vous êtes enseignante où madame? Ah du côté du 93. Ah d'accord. C'est pas un sujet comme elle dit hein. Non, c'est pas un sujet. Non, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Que personne ne veut y aller, tu sais. Que tu sais, ça farme des points de fou furieux, tu sais, pour être muté autre part. Quand tu vas dans les quartiers de merde, ça compte plus, tu sais. Ah, mais alors, je croyais que c'était pas un sujet, je comprends pas. Bizarre. Et attention,
parce que là, on est en Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu connais la prime fidélisation Seine-Saint-Denis? Ah non, je connais pas ça, tu vois. Tu ne connais pas non, cette prime-là? Non, désolé. Je la sens bien l'histoire. Alors, c'est une prime de fidélisation territoriale. Une prime qui atteint, alors selon toi, vas-y, on va jouer au juste prix. À ton avis, elle est de combien cette prime? Donc, c'est quand tu travailles là-bas? Alors, je t'explique. Ouais. Vas-y, les agents, putain, c'est insupportable parce que c'est écrit en langage inclusif de merde. Bah, comme elle, les entendu, agents, avec eux et elle a dit. Ouais. Avec eux, ça suffit, hein. Énorme pute. Ouais. Bon, ouais. T'es éligible à cette prime territoriale si t'es un agent ayant pris ton poste au 1er septembre 2023, un AESH, des agents ayant plus de 3 ans d'ancienneté à compter du 1er septembre 2020, et donc en Seine-Saint-Denis. Et 5 ans d'ancienneté. En gros, plus t'as de l'ancienneté, plus tu touches un montant important de cette prime. Ah, bah c'est genre, c'est quoi? C'est 300 € par an, un truc comme ça? Alors, cette prime est de 12 000 €. Hein? Voilà. Quoi? Non. Ouais. Si vous restez plus de 5 ans en Seine-Saint-Denis en tant que fonctionnaire contractuel, et ça vaut également pour les policiers, vous touchez une prime de fidélisation territoriale de 12 000 €. 12 000 €? Oui. Putain, mais je comprends les impôts de cette année, là. Je les comprends mieux. Ah bah oui. Je comprenais pas, moi. Ah. Il y avait que des moins partout. Ah ouais. Mais attention, si vous quittez vos fonctions en septembre 2024, vous devez rembourser toute partie de la fraction de cette prime, sauf perçue en cas de retraite et d'indisponibilité. Donc vraiment, t'es cadenassé, quoi. En fait, on t'envoie, si tu veux, dans un pays étranger et on te fidélise pour y rester, quoi. C'est exceptionnel. Voilà, si vous ne me croyez pas derrière le podcast, la prime de fidélisation territoriale de Seine-Saint-Denis, n'hésitez pas à aller regarder ça. Mais en tout cas, pour revenir, les amis, aux profs et à ces écoles-là, vos enfants sont évidemment influencés par ces profs d'extrême gauche. Si vous avez les moyens, à partir de l'école élémentaire en tout cas, je vous conseille évidemment de les mettre dans le privé parce que là, bon, ça devient plus possible. Enfin, et surtout, si avec les profs. Mais le problème, c'est que t'as harcèlement, insécurité, enfin, t'as toute la merde autour. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a même pas que les profs. Le gouvernement français veut classer X comme site porno et imposer le contrôle de l'âge. Mais tiens, qui aurait pu le prévoir ça? Ah oui. J'ai l'impression que c'est Jean-Michel Aplathy et Trotsky il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Faut qu'on arrête de dire ça parce qu'en fait ils nous écoutent et ils font tout ce qu'on dit. Faut qu'on arrête. Donc selon Politico, le gouvernement français envisage de classer le réseau social X, anciennement Twitter, comme un site pornographique, ce qui le soumettrait aux mêmes obligations de vérification de l'âge que les plateformes comme YouPorn. En fait, c'est la fin, si vous voulez, de l'anonymat sur Twitter. Et oui. Et surtout, du contrôle de vos dires et de votre compte. C'est ça, on sait qui a dit quoi. Précisément. C'est ça. À la fin, tu vas devoir te connecter avec France Connect. Ouais, c'est vrai. Je rigole, mais putain, quand j'entends le mot France Connect, tu sais, j'ai des visions, mec, d'horreur. Ouais, j'ai des visions d'horreur. Putain, mais oui, c'est ça. En fait, on sait qui aura dit quoi, qui aura critiqué quoi. Et quand on voit qu'au Royaume-Uni, les mecs, pour des tweets et des retweets, ont fait de la prison ferme, hein. Prison ferme. Bah, tu sais ce qui peut se passer en France, quoi. Je veux dire, c'est assez simple à voir. Le Royaume-Uni n'étant pas une dictature, je crois, de l'Afrique noire. Pour l'instant, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un grave recul des libertés, les amis. Hein. Et alors, je sais que certains me diront, oui, mais si t'as rien à te reprocher, si tu ne dis rien de répréhensible, tu ne crains rien. Le problème est de savoir qu'est-ce qui est répréhensible, finalement, aujourd'hui. C'est ça, exactement. Parce que là, tu sais, je repense aux enfants. Pardon, mais on n'a pas assez parlé de Covid ces derniers épisodes. Je vais donc m'y atteler. Tu sais, tous les droits fondamentaux des enfants, respectez nos droits, nous avons des droits. Est-ce que par exemple le droit c'est de ne pas vous faire vacciner par exemple, ou alors que si vous voulez aller faire un match de foot, tu vois, c'est de ne pas vous foutre 5 doses dans le bras d'un produit qui sort d'il y a 2 mois, tu vois. Bon, ça c'est une bonne question. Bah là c'est pareil. Sur Twitter, je rappelle que ça a été censuré de critiquer à l'époque avant Musk, de critiquer du coup d'émettre des doutes sur la fiabilité et le non-danger, en tout cas les non-effets secondaires du vaccin. Ça a été condamné le climato-scepticisme. Donc, rien à se reprocher. Pour l'instant, c'est ça. Donc, je sais qu'il y en a, ça leur va. Hein. Bah oui, non, il ne faut pas critiquer parce que voilà, le vaccin Covid, parce que le climat, c'est important et tout. Mais le jour où ce sera votre sujet à vous et qu'on dira, par exemple, je sais pas, l'argent liquide de Darmanin, peut-être que c'était bien l'argent liquide, que ça avait, moi, en tout cas, ça a arrangé ma poissonnière. Mais attends, tu veux pas lutter contre la drogue, mais c'est illégal. Bah allez hop, 2 mois ferme. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut bouger vite, hein, les lois. Et hop, si c'est comme YouTube, moi j'ai connu YouTube à l'époque. D'ailleurs, tiens, énorme. Je suis désolé, je fais des parenthèses, mais YouTube a décidé de moins censurer depuis avant-hier. Là.
Ils ont décidé de détendre leur censure, donc peut-être qu'on va voir. On va voir, si ça se trouve, on ne sera plus passé en privé. Écoute, on les met à l'épreuve, on va voir. En tout cas, tu sais que YouTube, donc pourquoi pas Twitter, pourquoi pas l'État français, ils avaient un protocole de sanctions rétroactif. Exemple, oui. je dis, là, aujourd'hui, dans le podcast, que par exemple, l'eau du robinet, c'est génial, et ça devient interdit en mai 2026. Ah non, il faut pas dire que l'eau du robinet c'est génial parce qu'on veut favoriser, je sais pas, l'eau de source en bouteille en verre. Eh bien, mon propos qui à l'époque était légal, devenu illégal, ben un an plus tard, poum, tu te fais dégager et tu te prends des sanctions. Donc imaginez sur Twitter tous vos tweets, on relit tous vos tweets et ça se trouve vous allez dire des trucs qui étaient illégaux en fait à l'époque et bam, on peut vous condamner. Non mais enfin, est-ce que tu imagines la dinguerie? En fait, c'est ça. C'est qui fixe les limites de la liberté d'expression. Quelles sont les limites de la liberté d'expression? Et on voit qu'aujourd'hui en France, ces limites-là s'amenuisent de mois en mois. On voit que, et c'est d'ailleurs tout le paradoxe de la société, puisqu'on est dans une société finalement qui s'extrémise de plus en plus, de tous les bords, et on est paradoxalement dans une société qui censure, en tout cas qui essaye de censurer de plus en plus, parce qu'en fait, ce monde-là, si vous voulez, ce monde des boomers, ce monde des François Bayrou et compagnie est en train de s'écrouler. Ce monde des médias mainstream dominants s'écroule de plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus agressifs, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'ils essayent de plus en plus d'être autoritaires, alors qu'ils n'y arrivent évidemment pas. En fait, ils sont autoritaires avec les faibles, jamais avec les forts. Oui, ça voilà. C'est la base. Mais en tout cas, on voit que la liberté en France d'expression recule de plus en plus, et le fait de désanonymiser Twitter et de rendre votre connexion possible que via un espace numérique sécurisé ou contrôlé, qu'importe. Et pour moi, en tout cas, une grave atteinte déjà à la liberté d'expression tout court, mais surtout une grave atteinte à, je dirais, à la démocratie, parce qu'aujourd'hui, sans Twitter, on ne connaîtrait pas le quart de ce qui se passerait en France. Ouais. Je vous rappelle, les amis, que pendant les émeutes là, du PSG, là, les médias comme TF1 ou comme BFM, en direct des Champs-Élysées, à 2h du matin alors que Paris brûlait, les mecs disaient au micro l'ambiance est plutôt festive, c'est plutôt cool ici à Paris, alors quelques voitures brûlées mais rien de bien méchant, alors qu'il y avait déjà eu 2 morts. Oui, et que le périphérique était interrompu parce qu'il y avait des barrières dessus et des mecs à pied sur le périphérique. Vous imaginez le truc là? Voilà. Donc imaginez-vous pendant le Covid s'il n'y avait eu que les médias mainstream. S'il n'y avait pas eu d'autres sources d'informations alternatives. C'est les prémices. Alors je sais que certains vont frémir quand je vais prononcer ce mot, parce que certains vont me dire attends, mais c'est pas la Corée du Nord. C'est les prémices d'une petite dictature, les amis. Alors, évidemment, certains, à chaque fois que je dis ça, m'opposent. Oui, mais attends, la Corée du Nord, ça c'est une vraie dictature, tu peux pas dire des choses comme ça. Mais il y a plusieurs formes de dictature, les amis. Puis il y a des dictatures plus subtiles que d'autres, c'est tout. Oui, non mais ça, cet argument-là, moi, on me l'opposait absolument chaque jour qui passait pendant le pass sanitaire et pendant le pass vaccinal. Je disais, mais vous savez que c'est liberticide, enfin c'est quand même étonnant ce chantage, parce que c'est un chantage, tu n'iras pas au restaurant si t'es pas vacciné. Et il me disait, non mais là, tu parles t'oses dire dictature, liberticide, mais t'as déjà vu ce qui se passait en Corée du Nord? Et moi, de leur répondre directement, d'accord, donc pour vous, en fait, il y a une échelle de 0 à 100 de la dictature et en fait, il y a la Corée du Nord, c'est à 100 et en fait, tout le reste, si t'es pas à 99,9, ce n'est pas une dictature. Il ne peut pas exister quelqu'un, tu vois, qui est à 60, qui est à 70, etc. Il y a pas de, en gros, il n'y a pas de nuance. Dans vous, c'est dictature Corée du Nord. Tout le reste, c'est démocratie, c'est freedom, c'est libre. Ah, ok. Bon, en tout cas, tu parles de gastronomie, de restaurant, c'est très très bien, puisque oui. Le célèbre guide Michelin, que vous connaissez évidemment en tant que Français, est accusé par des universitaires d'être raciste, eurocentrique et de ne pas soutenir la décolonisation de l'alimentation. Eh oui les amis, le célèbre guide Michelin, publié pour la première fois par l'entreprise française de pneumatiques en 1900, couvre aujourd'hui plus de 30 pays et a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Son système de notation par étoile, 1 étoile pour une cuisine de haute qualité, 2 pour l'excellence et les célèbres 3 étoiles pour une cuisine exceptionnelle et convoitée par les restaurateurs du monde entier. Nombreux sont les cuisiniers qui le considèrent comme la plus haute distinction et des chefs étoilés comme Gordon Ramsay et, alors lui je le connais pas, sont devenus des célébrités à part entière. Eston Blumenthal. Oui, mais évidemment que je le connais, mais c'est parce que je regarde Top Chef, ça évidemment que je le connais. Oui. Blumenthal, évidemment. Mais malgré une certaine diversité au sein des guides, les critiques affirment que l'approche de Michelin est généralement paroissiale et qu'elle ignore d'immenses pans du monde. Ces omissions pourraient être dues au racisme, suggère Tulanis Srinivas,
professeur d'anthropologie, de religion et d'études transnationales à l'Emerson College of Boston. Malgré un mouvement de décolonisation de l'alimentaire en repensant l'héritage colonial du pouvoir et les modes d'alimentation extractifs, Michelin a tiré sa réputation exceptionnelle, principalement de l'évaluation de la cuisine métropolitaine européenne. Bon, en gros, si vous voulez que je vous fasse une traduction, il dit qu'en fait, en France, des plats gastronomiques incroyables et qu'en Afrique il faut encore du foutou et que du coup il comprend pas pourquoi le foutou est pas récompensé au guide Michelin. Non mais surtout que c'est un truc qui est né en fait en Europe et du coup qui félicite et qui récompense des plats européens et pour eux c'est un problème. Mais sauf que c'est ça le truc de base. En fait moi je suis désolé mais si je suis touriste hongkongais à Paris, j'ai envie de manger français et quand je vais manger en Chine, désolé mais je ne vais pas manger à McDonald's. Donc évidemment que c'est les plats de la région qui doivent être récompensés et les restaurants de la région. Donc là, après c'est une rhétorique comme d'habitude, colonisation des aliments, etc. Tout est colonial pour eux. C'est insupportable même de les entendre parler, c'est insupportable franchement. Et c'est pas fini. D'autres universitaires décrivent le guide Michelin comme le gardien de la gastronomie, se concentrant sur les restaurants blanc et eurocentrique et contrôlant les styles de cuisine pour lesquels il vaut la peine de payer un supplément. Bon, en gros, les mecs disent que, mais en fait, ils ne comprennent pas que ça c'est un énorme but contre leur camp. En fait, ils disent qu'ils se concentrent sur la gastronomie des blancs. Oui, mais peut-être parce que les blancs ont une gastronomie que les noirs n'ont pas. Et puis peut-être parce que c'est né en France et qu'en France, en fait, désolé, c'était un pays blanc, tu sais. Désolé, oui. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? On doit faire des quotas? Non mais apparemment, s'il n'y a pas, en fait, s'il n'y a pas de restaurant étoilé, à Abidjan, qu'est-ce que j'y peux en fait? Surtout qu'en plus, les Japonais sont très forts, par exemple. Eux, je sais qu'il y en a plein qui sont étoilés. Hein. Donc qu'est-ce qui nous casse les couilles là? Il y a des Espagnols étoilés, il y a des Anglais. Enfin, les Anglais étoilés, c'est en fait des Français qui sont juste à Londres. C'est ce que j'allais dire, parce que mec, les Anglais, oh putain. Mais bon, qu'importe. Mais en fait, les amis, s'il n'y a pas de restaurant étoilé au Sénégal, eh bien écoutez, qu'ils ouvrent un resto au Sénégal étoilé. Donc ils prennent des tolls, ils prennent des chaises Lipton Ice Tea et ils font une cuisine étoilée. Quel bâtard. Quel bâtard. Ça, c'est pas beau, ça. Ça c'était petit. Ça, j'avoue que c'était petit. C'est pas beau, ça. Ça me rappelle la Tunisie, ça. C'est vrai. Moi, j'ai connu ça. Hein. Vraiment, en plus. Quel bâtard. Ah putain, c'est insupportable. Ah là là. Enfin, non, mais c'est sûr que nous, c'est sur des critères. Mais moi, je trouve que la cuisine traditionnelle de plein de pays est intéressante. Hein. Et franchement, un mafé peut être plus intéressant que le currywurst berlinois. Voilà, dans mon opinion. Oui, mais bien sûr. Mais là, le guide Michelin, eux, ils sont pas là pour récompenser des plats traditionnels. C'est ça. Voilà, c'est ça. On récompense pas un bœuf bourguignon. On récompense quelque chose qui est du domaine de l'artistique. Ouais. Voilà, c'est tout. Il y a des trucs là, Monumental, là, c'est un mec c'est un putain d'artiste en fait. Donc on récompense les artistes. S'il n'y a pas d'artiste africain, qu'est-ce que j'y fasse moi? Bon bref. Ouais. Emmanuel Macron. Ah, ça c'est génial ça. Emmanuel Macron. Certains voudraient faire oublier le combat pour le climat et préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Et oui, ça c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron au journal Aujourd'hui en France. Ce qui peut parler français. La semaine dernière. Que c'est possible. Voilà, c'est ça. Donc Emmanuel Macron dit qu'en gros, parce qu'il a fait une espèce d'interview là sur les océans, là sur France 2, qui a fait un bid monumental avec même pas 1 million de téléspectateurs. CNews était même devant lui. Hein. Philippe De Villiers était devant lui. Ouais. Putain. Il était à 200 000 au quart d'heure, Macron, et De Villiers, il a fait un pic à 900 000. Bon, putain. Ah ouais. Voilà, ça c'était pour les audiences télé. Tiens, allez, j'en profite. LCI est passé devant BFM la semaine dernière. Ah bon? Ça c'est c'est le petit truc des infos. En tout mais cas, voilà. C'est marrant parce que les gens détestent BFM. Je comprends pas. Enfin, je croise plein de gens, ils détestent BFM. C'est pour eux, c'est vraiment néfaste. Mais LCI, ça va. Je sais pas pourquoi. Vraiment, BFM déchaîne les passions. Bon, ouais. Je pense que LCI, c'est un peu la meuf moche que t'as appris à aimer. Ah ouais? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Elle fait de mal à personne, elle est pas très belle, mais elle devient de plus en plus jolie au fur et à mesure que tu restes avec elle. Bon, bah voilà. Comme t'es pas un énorme facho-extrémiste d'extrême droite, bon, bah tu regardes LCI. Ouais, pas CNews. Ouais, je vois. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron nous dit que le combat pour le climat et les océans, c'est plus important que le fait que des profs ou des surveillantes prennent des coups de couteau dans des écoles, que des femmes se fassent violer de partout en France et qu'il y ait 500 000 immigrés qui arrivent tous les ans en France. Non mais cet enfoiré, il dit fait divers exprès. En plus, ça c'est bâtard.
c'est plus des faits divers, hein, mec, c'est quotidien. Donc arrête de dire faits divers. Comme si c'était un truc de temps en temps. Mais c'est pas de temps en temps, c'est que de temps en temps, il y en a un qui perce dans les médias. On parle plus de celui-là parce que je sais pas quoi. Mais sauf que si on voulait, on tiendrait en fait un podcast tous les jours et on pourrait en faire 1 heure à vous citer les 10 attaques qu'il y a eu par jour, tu vois. Ah, si vous voulez qu'on fasse un podcast comme ça un jour, dites-le nous, mais il n'y a pas de problème, j'ai de quoi tenir. Hein. 1000 agressions par jour, 120 coups de couteau par jour, si vous voulez, c'est plus du tout des faits divers. Voilà. Et c'est rigolo quoi, il dit les mecs préfèrent, brainwasher, donc ça c'est du français c'est du franglais de merde là. Voilà. Sur l'invasion du pays, donc il cible les médias comme CNews, etc., qui critiquent en fait sa politique d'immigration. En fait, ce mec, c'est ça que j'adore avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est président depuis 8 ans, responsable de rien, et on ne peut rien lui reprocher. Une vraie meuf. Ça, c'est... Ouais, mais c'est ça. Une vraie... Oui, c'est ça. Une vraie meuf. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est insupportable, cette responsabilité. Et puis surtout que lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, c'est que là, tu vas voir que ça se trouve, dans 2 semaines, ce sera le mec numéro 1 sur la sécurité. Et qui va nous dire c'est hyper important, c'est pas un sujet de droite et tout. Ça peut être le mec qui va te dire des propos les plus fous furieux. Mais bon, là, comme c'est le sommet des océans à Nice, avec toute la Terre là qui viennent à Nice pour parler des océans et je sais pas quoi, c'est ça l'urgence. Parce que faut aussi vous maintenir dans la peur, c'est important. Parce que là, vous avez plus peur du Covid. Donc, vous êtes vraiment des cons. Hein, parce qu'on a dit, ça n'a pas disparu. Et la 7e campagne de vaccination est ouverte. Donc, j'espère que vous allez y aller. C'est important. Donc, vous avez plus peur du Covid. Bon, vous êtes des cons. Vous avez moins peur de la guerre Russie-Ukraine maintenant. Ah bon, on sait pas qui est-ce qui est arrivé au pouvoir, qui est-ce qui a un peu calmé tout ça. Bon, on sait pas trop. Donc, il faut quand même que vous ayez peur pour le climat. Parce qu'il faut que vous continuez à payer et que vous continuez à tout donner à l'État français qui va gérer pour vous. Vous inquiétez pas, on gère. On gère. Parce que vous, chers Français, vous n'êtes pas du tout sensibilisés à l'économie. Non, à l'écologie. Non, vous ne vivez pas dans un des pays les plus propres du monde. Non, il est vrai que les Français jettent dans les océans tous les jours des milliers de sacs plastiques. Mais bon, les Indiens, non. Eux, ils ont une putain de rivière qui s'appelle le Gange, là, un putain de, je sais pas quoi qui s'appelle le Gange. Ouais, un fleuve. Ils chient dedans. Ouais. Un fleuve, voilà, c'est ça, un fleuve. Ils y vont habiller. Voilà, ils y vont habiller, ils chient dedans, ils brûlent des cadavres dedans. Eux, les océans, ça les concerne pas. Eux, il n'y a pas Léa Salamé qui arrive faire un plateau. Alors, les océans en Inde, comment ça se passe? Non. C'est vous les Français qu'il faut culpabiliser. Voilà, vous avez des voitures de merde. Bon, il faut vous faire culpabiliser. C'est vous le réchauffement climatique. C'est ça. Putain, mais donc vous avez bien fait de pas regarder France 2, je vous le dis. C'est ça. Et j'espère que ça continuera comme ça, parce que là, il faut qu'on passe sous le million. Tu vois, voilà. c'est l'objectif. C'est une première historique pour un président de la 5e. Hein. Un score d'audience aussi faible. Ah ouais. Ok. C'est le pire score pour un président de la 5e en place. Hein. Bah, écoute, voilà, ça comme ça. Mais encore une fois, là, s'il y avait des élections, il serait réélu. Hein, donc évidemment. Évidemment. Donc, non, évidemment. C'est le pire et en même temps le meilleur. Donc, c'est ça. On finit ou on parle de Rima Hassan? On peut parler de Rima Hassan, déjà qu'elle a déclenché la guerre Iran-Israël là, à cause d'elle. Les Israéliens, franchement, ils nous l'ont renvoyé. Ah ouais. C'est insupportable. Voilà, ça c'est insupportable. Et alors, ces rassemblements place de la République à Paris, je crois que je l'avais dit dans un des premiers podcasts que moi, au pouvoir, je bombarderai la place de la République. Tu l'avais dit, tu l'avais dit, oui. Mais alors là, plus les jours avancent dans ma vie, plus je me demande ce que je vais en faire. Si je vais faire un Ikea, si je vais faire un espèce de Starbucks, enfin un truc capitaliste au possible. Mais en tout cas, cette place de la République, les amis, si vous m'élisez un jour à la présidence, elle n'existera plus. Voilà, elle n'existera plus. Ou alors tu changes la statue, tu mets une statue, c'est bien un truc bien vénère, je sais pas qui est-ce. Ah putain, tu sais, il y a des mecs qui se font déboulonner, genre Napoléon, tu vois, un truc vraiment. Bah ouais, c'est des merdes comparé à Marianne. Attends, c'est clair. On peut pas lutter avec ces libars à l'air là. Ouais. Non mais c'est ça. Ah non mais ouais, ça c'était assez incroyable là. Et puis Greta Thunberg qui prend l'avion. Putain, mais ça, j'ai envie de l'afficher. J'ai envie d'en faire une affiche. Parce qu'elle aussi, elle était, pour ceux qui savent pas, elle était aussi dans le bateau. Dans le petit bateau avec. Il y avait tout le gratin. Hein. Dans le bateau, il y avait tout le gratin. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le bateau a été intercepté donc, par les forces israéliennes. Et les mecs, ils sont forts en communication, c'est con. Et les mecs, au lieu de leur braquer des mitraillettes sur la tronche, ils leur ont braqué des sandwichs. En fait, ils leur ont offert des pains bagnats. Prenez des pains. C'est franchement, c'est très très fort en niveau com. Et Rima Hassan a dit moi, je vais faire une grève de la faim et tout. Bon, ça a duré 30 minutes, sa grève de la faim. Je veux pas être expulsé. Là, j'ai eu un super espoir. Tu t'es dit, elle va rester là-bas? Je me suis dit, ils vont la garder. Bon, on m'a dit, elle est au trou, elle est à l'isolement, elle écrit sur les murs Free Palestine et tout, machin. Ouais. Mélenchon a dit, on n'en dormait plus. Voilà.
Si Méluche a dit ça. C'est sa maîtresse Mathilde aussi, hein. Panot était en interview quand même sur Al Jazeera. Les mecs ça, sont même plus semblants. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Retrouvez-moi à 16h45 en direct sur Al Jazeera Mujteber. Oh, putain, c'est la télé où tu sais, il y avait tous les revendications de Ben Laden, islamistes et tout, hein, Al Jazeera. Hein. Les mecs. Ah oui. Mais Al Jazeera, c'est une des télés les plus regardées en France. Hein. Ah ouais, ah bah, tiens. Mais bien sûr, mec. Par qui? Tu vois quand Seine-Saint-Denis regarde TF1 ou quoi? Non. Non, pour moi, elle regarde le foot. Mais oui, c'est vrai qu'il y a pas. Ouais, le foot avec des commentaires. Bon, bref. Bon, en tout cas, le bateau est revenu et apparemment, ils vont en refaire partir un autre. Ah bon? Avec Voilà. qui? Ouais, ça, Il y a un nouveau casting dans le loft? Mais oui, c'est Rima Hassan qui a dit ça. Rima a dit, soyez prêts, on va repartir. Mais alors moi, si on m'avait dit un jour que Rima Hassan lancerait la remigration, franchement, je n'y aurais pas cru. Et apparemment, il y a un autre pavillon qui va repartir. Ah ok, mais à un moment donné, les Israéliens, les mecs, ils vont bombarder. Il faut les bombarder. Ils vont bombarder parce qu'eux, ils ont pas le temps. Ne jouez pas trop, à mon avis. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'était une opération de com, évidemment, pour sensibiliser à l'aide. Qui a très bien marché. Hein. Voilà. Qui a très très bien marché pour l'électorat insoumis. Les gens étaient persuadés qu'elle avait été kidnappée par Tsahal. Les gens ont été persuadés qu'ils ont été en danger. D'ailleurs, sur le chemin, ils ont sauvé des migrants, encore une fois, magnifiques, là, des migrants congolais. Là. Donc ça a été une opération rondement menée par la France Insoumise. Bravo à eux d'ailleurs. Ouais. Les gens, la plupart des gens, en tout cas, de leurs électeurs, ont cru à cette histoire. Donc j'ai envie de leur dire félicitations et vivement le prochain bateau. Hein. Ouais, mais en tout cas, c'est sûr, elle a réussi à faire parler de cette situation-là. Bon, c'est bien. Évidemment qu'elle n'était pas vraiment là pour livrer des sacs de farine, contrairement à tous ceux qui y ont cru. Mais c'était une belle opération de com et ça a fait parler quand même de ce qui se passe. Parce que oui, il y a des dingueries qui se passent là-bas. Donc bon, écoute, pourquoi pas. Bien sûr. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce podcast vous aura éclairé, notamment dans le conflit israélo-iranien. Évidemment, on vous le dit à tous les podcasts, nous, on n'est pas des spécialistes de géopolitique. On essaye de regrouper les infos, de vous les vulgariser et de vous les expliquer tout simplement. Hein. Donc, on espère évidemment que ça vous aura bien éclairé. Si vous avez des infos en plus, vous n'hésitez pas. L'espace commentaire est bien évidemment ouvert. Mais oui, ma foi. Et oui, et puis si vous avez apprécié quand même ce travail, parce que nous, on révise, on regarde, les gars, putain, moi, je m'ouvre les veines, je regarde LCI, qui me disait oui, dans le droit international, ce n'est pas permis la guerre préventive. Ça, ils sont encore en train de disséquer comme si s'il y avait une possibilité du droit international que c'était possible. Bon, si vous appréciez ce travail-là, au moins lâchez un petit like sous la vidéo, les gars. C'est rien, c'est anonyme, c'est important. Le like, c'est bien. Le commentaire, c'est vraiment très bien. C'est 2 étoiles au Michelin et 3 étoiles au Michelin, c'est le partage. Alors là, le partage, c'est l'excellence. C'est l'excellence totale. C'est l'excellence et peut-être la garde à vue pour vous, mais ça... c'est ça. Et l'abonnement. Vous en assumerez les conséquences. Mais en tout cas, les amis, merci de nous suivre. Merci de partager, de vous abonner, tout ça. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.